Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour Controverse ce soir. Au cours d'une rencontre avec les patrons de presse le 18 octobre dernier, le ministre en charge de la communication, Rémi Fulgence Danginou, invitait les médias au Burkina Faso à ne pas faire le jeu des terroristes dans le traitement et la diffusion des informations sur les actes terroristes et à privilégier l'intérêt national. Le 20 octobre dernier, au cours d'un panel à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la liberté des presses organisée par le Centre national de presse Norbert Zongo, Dr Daniel Bougaïré, enseignante-chercheur à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, a déploré une sorte de surmédiatisation des événements liés au terrorisme dans le pays. Se pose alors la question du traitement médiatique des informations liées au terrorisme dans l'urgence. Aussi, comment respecter le droit à l'information tout en évitant de servir la cause des terroristes ou de tomber dans l'émotion en servant de relais du discours officiel. Comment montrer sans glorifier ni traverser la vérité. Pourquoi ne pas montrer et est-ce efficace? Ou que dire alors des difficultés d'accès à l'information dans un environnement concurrentiel et marqué par une exigence de transparence et de rassurement des populations. C'est le sujet de controverse de ce soir. Et pour en discuter, nous sommes avec Hortense Zida, secrétaire générale du ministère en charge de la communication. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci de venir pour le débat. Deuxième invité à ce débat, Dieudonné Zoungrana, patron de presse et directeur de publication du quotidien Aujourd'hui au Faso. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir. Merci d'être des nôtres pour ce débat. Troisième invité à ce débat, Jean-Paul Toé, directeur général de l'observation des médias et des études du Conseil supérieur de la communication. Bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Et merci d'être là pour le débat. Et enfin, quatrième invité à ce débat, Bourema Ouedraogo, président de la Société des éditeurs privés, CEP. Bonsoir. Bonsoir, Fousseni. Merci d'être là. Je rappelle qu'en deuxième partie de cette émission, il sera question d'une interaction avec les téléspectateurs où ces derniers pourront appeler au 25 40 79 03 ou réagir sur la plateforme Facebook www.facebook.com/controverse-rtb. Et pour commencer donc, je me retourne vers vous, Hortense Zida. Dans le traitement de l'information liée au terrorisme au Burkina, notamment les attaques que le pays a connues depuis quelques années bientôt, qu'est-ce que, au niveau du gouvernement, vous reprochez aux médias? Merci beaucoup, Fousseni Kindo. Merci à la télévision nationale, à la RTB. Et si vous me permettez, je voudrais d'abord, puisque nous sommes encore dans la dynamique du 20 octobre, célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse, souhaiter une bonne commémoration à l'ensemble des confrères et consoeurs des médias en ligne, audiovisuels et écrits, et saluer aussi l'action des multiples acteurs qui accompagnent les médias dans l'accomplissement de leur mission. Je voudrais, si vous le permettez aussi, m'adresser aux forces de défense et de sécurité pour leur exprimer véritablement ma solidarité, mon soutien indéfectible et souhaiter bon courage, un courage à toute épreuve à toutes les troupes et un bon rétablissement aux blessés et ceux qui ont reçu des chocs et présenter mes condoléances aux familles qui ont été véritablement frappées, durement frappées et souhaiter que les âmes des défunts reposent en paix. Bon, ce que le gouvernement reproche entre griffes au traitement de l'information en cette période où le Burkina est attaqué au Sahel, au nord et à l'est, on ne peut pas parler véritablement de reproches. Mais si le ministre a souhaité, le 18 octobre dernier, rencontrer les patrons de presse et nouer un contact et échanger avec eux, c'est justement pour attirer l'attention sur ce qu'on a appelé la psychose qui a noyé pratiquement les messages d'espoir qui existent quelque part.
on ne peut pas nier, en tout cas la tension, pour ne pas dire l'antagonisme qui existe entre liberté et sécurité quand on entre dans le domaine du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme, c'est vrai. Mais on doit pouvoir allier les deux et travailler à la fois sécuriser et informer les populations tout en leur assurant une certaine, je vais dire, sérénité. Même si le poids est réel, le poids de ces épreuves que nous subissons est réel, il faut travailler aussi à donner une visibilité aux actions positives, à ce qui existe encore de positif dans notre pays, parce que j'écoutais monsieur le ministre dire un jour, répondre à un honorable, en disant que si les autres ont peint notre pays en rouge, nous ne le voyons pas en rouge, parce que nous avons encore dans les zones attaquées, là, les zones à risque, là, des populations vaillantes qui vaquent encore à leurs occupations, qui vivent, jouissent de leur liberté d'aller et venir, même si, en tout cas, nous reconnaissons que la réalité du terrorisme, elle est là, elle est préante. Oui, Madame Zida, mais jusque-là, les médias au Burkina, les journalistes dans leur ensemble, ont toujours couvert ces événements en temps réel. Si on s'entend que l'information a ce degré, cette dose de rassurer, et quelque part, ils ont joué leur partition. Absolument. Non, non. En fait, le discours n'est pas de jeter totalement le discrédit sur les médias, loin s'en faut. Parce que les chercheurs du monde entier ont reconnu que les médias, dans les moments chauds, interviennent au même titre que ceux qui assurent la gestion de la crise au moment T, à l'instant T, et au même titre que les autorités assurent un service public en informant les populations, en informant les riverains des lieux d'attaque, en rassurant souvent des familles qui savent que leurs parents est censé se trouver à ces endroits, ainsi de suite. Donc, on reconnaît que les médias jouent leur rôle et il n'y a pas toujours que des dérives. Il n'y a pas que des dérapages. Il n'y a pas que une peinture en noir de la situation. Mais il y a lieu d'attirer l'attention sur les acteurs des médias, sur la responsabilité première, la responsabilité sociale du journaliste. Voilà. Par rapport à la couverture de ces... En rapport à la couverture, parce que le risque, c'est de faire la part belle à ceux que nous avons en face de nous, ceux qui nous attaquent, ceux qui nous agressent. Le risque, c'est ça, parce qu'ils en jouissent. Tout à fait. Voilà. On va y arriver sur la question de la responsabilité sociale. On a des patrons de presse avec nous, et certainement que ce serait un point par rapport auquel ils vont réagir. Mais Jean-Paul Toé, j'aimerais me retourner aussi vers vous. Est-ce qu'au niveau du Conseil supérieur de la communication, vous avez déjà relevé des manquements lors des couvertures de ces événements que le Burkina Faso a durement connus ces derniers temps? Merci, M. Kindo. Avant de parler des manquements, alors je voudrais revenir un peu sur le contexte. Alors, le CSC est parti d'un constat alors que le terrorisme est un phénomène nouveau dans notre pays. Et comme tel, nul n'était préparé à affronter les terroristes. Nous avons constaté un tâtonnement un peu partout, aussi bien dans le traitement de l'information, dans la communication gouvernementale aussi. Aujourd'hui, on peut dire que ça va. La communication est coordonnée, alors il y a de l'amélioration qu'il faut continuer à renforcer. Alors, donc, pour ce qui concerne les CSC, je disais tantôt que alors, nous sommes partis de ce constat que c'est un phénomène nouveau et il fallait adopter une démarche pédagogique. Et cette démarche a consisté à rencontrer les promoteurs des médias pour attirer leur attention sur le caractère sensible de l'information liée aux attaques terroristes. Alors, ensemble, les acteurs ont reconnu effectivement qu'il y a un problème parce qu'on assistait à une surmédiatisation de l'information terroriste.
on assistait aussi à la starisation parce qu'on présentait des acteurs terroristes comme étant des stars. Alors, il fallait sensibiliser les acteurs et ensemble, nous sommes parvenus à nous accorder sur un certain nombre de principes. Alors, mais au-delà de ça, nous avons constaté effectivement des manquements en tant que régulateur. Alors, pour citer quelques manquements, je dirais que il y a en fait, l'atteinte à la dignité de la personne humaine. Lorsque le journaliste va sur le terrain et qu'il fait diffuser en fait, l'image des personnes, des victimes qui baignent dans leur sang, c'est-à-dire des images insoutenables, ça peut porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Il y a aussi la diffusion d'informations à caractère stratégique. Lorsque un journaliste reporter sur le terrain donne des précisions sur l'emplacement des troupes, donne le déroulement de l'opération, il va sans dire qu'on peut mettre en danger les troupes. Alors, on peut même compromettre les efforts des FDS sur le terrain en termes de réussite de l'opération. Il y a aussi des manquements qui portent sur la sécurité des otages. Il y a des médias qui ont donné des informations relatives à la présence des ministres, s'agissant de l'attaque de l'hôtel Splendide, dans les locaux de l'hôtel Splendide, pour dire que bon, ça peut porter atteinte à la sécurité de la personne du ministre. Donc, voici quelques manquements. Alors, on ne peut pas tout citer. Je pense que l'objectif, ce n'est même pas de dresser une longue liste de manquements et s'en réjouir. Il faut noter qu'il y a des manquements et nous travaillons à corriger à travers des sensibilisations et des formations. Oui, Dieudonné Zoungrana, un certain nombre de reproches aux médias par rapport à un phénomène nouveau qui arrive à tout le monde, l'armée, les médias et la société burkinabé dans son ensemble. Qu'est-ce que vous dites pour votre défense? Bon, je ne peux pas parler, non, nous n'avons pas de mémoire en défense à édicter. C'est vrai que j'ai écouté, je n'ai pas pu aller à la rencontre avec le ministre de la Communication, mais le compte rendu que m'en a fait le reporter, et puis j'ai lu les différents comptes rendus. Bon, c'est vrai que le ministre de la Communication est dans son rôle. Bon, ce que vraiment j'ai un peu déploré, dans le cas d'espèce, il faut nommément indiquer les médias qui sont un peu... Parce que quand on frappe dans le tas comme ça, on dit bon, aujourd'hui, bon, les médias font l'apologie du terrorisme, c'est ça. Bon, d'ailleurs, on va revenir peut-être si le temps nous permet, avec les textes sur les lois de presse, parce que même faire l'apologie du terrorisme, c'est quoi? Et je regrette parce qu'on nous avait dit qu'il y allait avoir un colonel sur le plateau. Vraiment, j'avoue que je suis un peu froissé parce que j'aurais préféré quand même qu'il y ait un colonel sur, parce que ça nous aurait permis au moins de dialoguer ici avec la grande muette, parce qu'aujourd'hui, elle est au cœur du débat. Tout à fait. Voilà, nous nous retrouvons avec, entre nous, médias, bon, c'est peut-être que partie remise. Mais c'est vrai que... Les invités également sur ce plateau sont représentatifs du débat qui nous occupe. Oui, mais il manque quand même le militaire, bon, qu'on nous avait dit qu'il serait là. Donc, j'ai écouté le ministre de la Communication et je dis, bon, je suis resté sur ma faim parce que dans ces cas-là, il faut dire, voilà, tel média, vraiment sont sortis un peu dans le décor. Ils ont vraiment divulgué. Parce que quand on dit les médias burkinabés font un peu la part belle aux terroristes, c'est vague. Parce que quand même, quoi qu'on dise, hein, je demeure convaincu, il ne faut pas se gargariser de ça, mais je pense que quand même, les médias burkinabés sont classés 42e dans le monde et premier en Afrique francophone. Ce n'est pas le fait du hasard. Ça veut dire quand même que depuis quand même quelque temps, cette presse-là s'est responsabilisée. Et j'aime à dire que... Non, Dieudonné, le problème n'est pas de remettre en cause le professionnalisme dans son ensemble de la presse burkinabé. Oui, mais quand il y a ces faits délictueux-là, il faut indexer les moutons noirs pour qu'ils puissent se corriger. Parce que dire que les médias font l'apologie, parce que là, on jette l'anathème sur toute la presse. C'est ça aussi. Or, vous savez que partout, il y a des brebis galeuses. C'est pour ça que je dis, je suis resté un peu, parce que le ministre aurait pu dire tel média. Il y a quelques années de cela, notre confrère de l'événement a été entendu par le CSC parce que justement, il a divulgué, n'est-ce pas, des sites militaires ou quelque chose comme ça. Et
le CSC a entendu les journalistes de cette rédaction-là. Cette fois-ci, le ministre dit qu'en fait, on fait l'apologie. Mais est-ce que je viens? Pourquoi on n'a pas indexé les médias incriminés? Bon, ça, c'est le premier fin. Maintenant, en ce qui concerne vraiment le reproche, entre guillemets, il est fondé parce qu'effectivement, le journaliste, il n'est pas désincarné. Comme on le disait Fénelon à propos de l'historien, le journaliste, il est d'une époque, il est d'un pays. Donc, il ne vient pas ex nihilo. Il est dans un pays, donc il a une responsabilité, et surtout en temps de guerre. Parce qu'en temps de guerre, le journaliste ne peut pas mettre l'huile sur le feu. Maintenant, bon, c'est pour ça rejoint ma première remarque, parce que quand on n'indexe pas et on dit qu'on a fait l'apologie du terrorisme, bon, c'est un peu vague parce que bon, personne ne peut se sentir concerné. Tout à fait. Donc voilà. Pour vous, oui, les journalistes dans leur ensemble sont dans leur rôle, font leur travail. Non, oui, mais je dis quand même qu'il y a eu des dérapages, il y a eu des moutons noirs, mais il ne m'appartient pas puisque le ministre n'est pas allé jusqu'au bout en disant voilà, il y a eu ces cas-là. Ici, ce n'est pas une fixation sur les propos du voilà, ministre, donc, mais dans leur ensemble, oui, il s'agit de qui a levé le la lièvre, question. Qui a un peu mis le problème en Tout à fait. exergue. Voilà, vous avez commencé par dans votre entame de choses. Oui. Donc, ça... Mais je reconnais effectivement qu'il y a eu vraiment, par exemple, quand on présente des images sanguinolentes. Pour tout vous dire, par exemple, mon journaliste est revenu un jour de l'inhumation de militaires au cimetière et il a dit que, bon, il entendait certains propos dire que, les journaux, par exemple, qui font leur machette avec, par exemple, il y a eu l'explosion d'une voiture de militaires sur une mine embusquée. Voilà, et beaucoup de journaux avaient mis la voiture, l'épave de la voiture qui avait explosé. Bon, par exemple, ça n'a pas été du goût vraiment des familles des victimes au cimetière de Gouin qui ont dit, bon, vraiment, si vous pouvez essayer. Donc, quand même, ça, par exemple, c'est des reproches qui sont vraiment, qui indexent des faits réels. Mais bon, j'étais comme ça, l'anathème, moi, je ne peux pas... Vous attendez toujours... Voilà. Oui, Bourema Ouedraogo, réaction. Voilà. Non, je voudrais dire, je tape sur le dernier point du propos de Dieudonné pour dire, en réalité, il y a un problème au Burkina Faso par rapport à la perception aussi que les gens doivent avoir du travail des médias. Et quand ils parlent de l'épave du véhicule qui a sauté sur l'île, aucun journaliste n'était sur le terrain là-bas. Qui a fait les photos et comment se fait-il que ça atterrisse dans les rédactions? Personne ne se pose cette question. Aucun journaliste n'était sur le terrain. Donc ça veut dire c'est des éléments des forces de défense et de sécurité qui étaient sur le terrain. C'est d'autres acteurs qui étaient sur le terrain. Il y a eu des photos dans d'autres Voilà. attaques, comme à Rayongo, par exemple. Le périmètre était quadrillé. Le périmètre était quadrillé. L'attaque, par exemple, de l'État, je dis par exemple, l'attaque de l'état-major, le même jour, il y avait l'attaque au niveau de l'ambassade de France. Il y a des journalistes qui ont témoigné qu'ils ont voulu faire des photos de la voiture des terroristes qui était encore en flammes. On leur a empêché de faire la photo. Mais dans les 20 minutes qui suivent, on avait des images de terroristes abattus sur Facebook. Aucun journaliste n'a vu ces cadavres. C'est qui l'a fait? Alors, moi, je crois qu'il faut qu'on commence à être sérieux dans ce pays et à respecter aussi les médias. Il n'est pas normal qu'au même moment qu'on dit aux médias qu'il y a des limites à ne pas franchir, on n'est pas capable de faire tenir les acteurs eux-mêmes au strict respect de la non-divulgation d'un certain nombre d'informations. J'ajoute un élément. Quand le directeur régional de la police de l'Est écrit une lettre confidentielle à son directeur général de la police, qui était censé être gardé dans le secret, qui se retrouve sur Facebook, c'est de la faute des médias? Personne n'a mené une investigation pour sanctionner ceux qui étaient à la base de cette fuite. Moi, je crois qu'il y a un travail de fond. Le gouvernement avait dit en son temps qu'il y a une enquête qui... Le gouvernement annonce des enquêtes depuis longtemps qu'on ne voit aucun, sur lesquelles il y a aucun... Finalement, on n'a aucun résultat. Ça, quand le gouvernement... Moi, finalement, j'ai fini par me convaincre que quand le gouvernement annonce une enquête, c'est pour ne rien chercher. Parce qu'à la suite, on ne voit rien. Non, pour être sérieux, il faut qu'on recadre bien les choses. Moi, je suis surpris quand un État dit que le phénomène du terrorisme est nouveau pour nous tous. L'attaque du 11 septembre, c'est depuis quoi? Ça fait combien d'années maintenant? Presque la vingtaine d'années. Presque la vingtaine d'années. Le terrorisme est l'un des sujets dominants de l'actualité au cours de ces 20 dernières années. Et c'est d'ailleurs l'un des sujets qui a pu dominer l'actualité à travers le monde entier aussi longtemps.
Donc il n'est pas normal qu'aujourd'hui, si on est surpris par les premières attaques, on peut pas être surpris depuis Samorogon en octobre 2015 jusqu'à 2018. Aujourd'hui, il y a un problème. Quand on parle du traitement de l'information, il y a un aspect que les gens oublient. Ce qui se passe à l'Est est extrêmement grave. Au moins, il n'y a pas de journalistes là-bas. Mais il y a des populations de localités entières qui sont otages de ces terroristes parce qu'ils sont avec eux, ils les connaissent tous les jours, ils les côtoient. Mais ils ne peuvent pas les dénoncer. Aucun journaliste ne va là-bas. Mais l'État ne donne pas non plus l'information. Est-ce qu'on va continuer à dire aux gens qu'il faut laisser abandonner les gars, les populations dans le silence? Je crois qu'il y a un nécessaire débat qu'il faut qu'on pose par rapport à ce terrorisme. C'est pour ça que j'ai besoin de donner, pour déplorer le fait aussi que les acteurs, notamment militaires, qui sont en charge de cette lutte-là, refusent le débat. Parce que nous, le 20 octobre, nous les avons invités au panel. Ils ont décliné l'invitation. Aujourd'hui, on les invite, ils déclinent l'invitation. Ce n'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on repose le débat. Parce que le combat contre le terrorisme, il a la fois militaire, il a la fois information et communication. Et il faut que l'État, le gouvernement et les forces de défense et de sécurité comprennent qu'on ne gagnera pas la bataille contre le terrorisme sur le plan militaire seulement. Tant qu'on ne va pas intégrer la dimension information-communication, il ne faut pas se leurrer. Parce que là, les terroristes apparemment sont en avance sur l'État. Et au moins arrivent à faire passer le message. Parce que leur message, c'est quoi? C'est faire peur, c'est semer la terreur. Et dès qu'on a l'information qu'on a attaqué par ici, qu'il y a eu des morts, et ça fait leur affaire. Tout à fait. Ce Voilà. qui est paradoxal. Donc il faut effectivement que l'État prenne les dispositions. Ce n'est pas les morts voilà. qui l'intéressent. Ce n'est pas le nombre de morts qui les intéresse. C'est l'effet qui les intéresse. Tout à fait. Il faut maintenant, je termine sur ça, il faut maintenant que le gouvernement, l'état-major, comprennent déjà qu'il y a nécessité effectivement de réorganiser la communication. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi quand il dit que la communication est coordonnée. La communication est coordonnée, ce n'est pas pour dire aux gens, c'est faire des communiqués. Mais quand on parle même de couverture du terrorisme aujourd'hui, il n'y a pas de couverture médiatique du terrorisme aujourd'hui. Parce que quand vous lisez les médias, vous écoutez les radios, les télés, c'est les mêmes informations qu'on a sur les réseaux sociaux qu'on a pratiquement dans les médias. Parce que justement... Donc, vous avez le sentiment qu'il manque une stratégie de part et d'autre de communication. Il manque une stratégie pour permettre aux professionnels des médias de pouvoir avoir l'information utile pour les populations. Et ça, il faut qu'on prenne conscience de ça. Si on ne règle pas ce problème, on va tâtonner sur tous les plans. Oui, Madame Zida... J'aimerais d'abord revenir sur une question... sur laquelle Dieudonné a un peu insisté, c'est que le ministre de la Communication, à son avis, n'est pas allé jusqu'au bout, n'a pas pu indexer des médias qui auraient enfreint les règles recommandées. Moi, je dis que le ministre, vous avez bien dit, le ministre est dans son rôle. Il a convié les patrons de presse pour échanger avec eux sur cette problématique. Quelle visibilité il faut donner à l'action de part et d'autre qui est menée pour combattre le terrorisme. Et le ministère de la Communication n'est pas un organe de régulation. Le CSC est là. C'est lui qui est habilité, qui a vocation à entendre, à auditionner un média, à interpeller un média qui a un peu débordé et dérapé, et à lui dire, bon, voilà, la voie à suivre, c'est ça. Le ministre est dans son rôle, c'est d'attirer l'attention sur la nécessité que nous fassions coalition en médias, autorités, qu'elles soient militaires ou civiles, pour donner l'information juste qui ne panique pas, qui ne déstabilise pas, qui ne démoralise pas les troupes. Madame Zida, est-ce que c'est le rôle des médias d'être des adjuvants de la communication gouvernementale? Absolument. Non, nous ne parlons pas de communication gouvernementale. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Communiquer sur les attaques, communiquer sur ce qui nous arrive. Nous sommes tous responsables de cette situation. Vous parlez d'arriver à vaincre le terrorisme. Est-ce que les médias peuvent se mettre en retrait quand la nation est en danger? Est-ce que nous parlons ici de la communication en faveur du gouvernement? Nous parlons de la communication pour juguler un fléau.
Nous ne parlons pas de faire la promotion ou la propagande du gouvernement ou de l'armée. Quand on parle de communication gouvernementale, il se trouve que l'État est garant de la sécurité Absolument. et de la paix et la cohésion sociale. Oui, Et il se trouve que cette cohésion sociale, cette paix est menacée. absolument. C'est justement pour ça que toutes les composantes sociales, vous avez vu que dernièrement, ce sont les composantes coutumières et religieuses qui ont un peu porté de la voix, donné de la voix dans leurs prières. Enfin, en tout cas, toutes les composantes sociales sont appelées. Particulièrement les médias, parce que la communication fait partie de la stratégie de combat. Oui, si on arrive à déstabiliser les troupes, à démonter le moral des troupes, qui va aller au front? Regardez ce titre. Je ne cite pas l'organe, parce que ce n'est pas pour ça qu'on est là ce soir. Autant le dire, le Burkina ne nous appartient plus. Si quelqu'un qui n'est pas au Burkina, qui est à Paris, à New York ou Kuala Lumpur, lit ça, quelle impression ça donne? Ça donne l'impression que même vous et moi, nous n'avons pas de liberté de mouvement dans la capitale, y compris dans la capitale Ouagadougou, y compris à Bobo, y compris à Fada, etc., etc. C'est des zones qui sont attaquées. Et l'État, ceux qui sont chargés de la sécurité sont en train de travailler. Mais vous avez dit que ce n'est pas un phénomène nouveau. Oui, mais Madame Zida, si on vous suit bien, on a comme l'impression que si on est dans votre logique, on court ce risque d'une presse embrigadée. Non, vous non, voulez non, que les choses non. soient dites comme vous le voulez, mais Non. pas forcément comme ce que les lois de la presse le disent. Oui, Oui, en fait, on retourne un peu aux fondamentaux du journalisme. Ah, oui, parce que ce que le ministre a pris un exemple, parce que oui, on ne peut pas ne pas déconnecter. Il a dit que, par exemple, quand on dit que Guibo est encerclé, c'est excessif. Oui, assiégé. Ouais. C'est vrai que Autant dire souvent, que le oui, Burkina ne nous voilà, appartient la plus. titraille, C'est excessif. on peut, il y a des journaux qui choisissent des titres incitatifs, on peut choisir un titre informatif. Mais pour votre information, en Oui. préparant cette émission, j'ai appelé Oui. des confrères qui sont à Djibo, Oui. mais aussi des confrères qui ont eu à traiter de ce sujet, Oui. qui m'ont dit que quand vous appelez des gens qui sont à Djibo, c'est le terme qu'ils utilisent. Bon, Ils n'ont pas oui, à inventer. Enfin, donc quoi que ce soit. que Djibo est encerclé. C'est ça. Oui. Bon, donc, par exemple, quand. Et là, je ne suis pas d'accord avec Mme Hortense Zida quand elle dit. Parce que, à la limite, ce que dit Fousséni, en fait, vous essayez, vous savez, vous connaissez bien la formule. Le journaliste dérange, le communicant arrange. Donc, en fait, on retourne aux fondamentaux du journalisme. Bon, voilà, le gouvernement nous dit, bon, voilà un peu. Mais je pense que, comme on dit en journalisme, les faits sont sacrés. Un journaliste ne peut pas travestir les faits. Voilà les faits aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, si on prend la dernière attaque d'Inata, sans l'intervention de Barkhane, sans le drone et puis les 2 mirages de Barkhane, bon, je pense que là, on l'a écrit noir sur blanc. Et en tout cas, les dégâts humains et matériels seraient inimaginables. Bon, dire ça, on va dire que voilà, bon, on fait l'apologie du terrorisme parce que, bon, on ne devait pas le dire, on devait se limiter à dire qu'il y a de nombreux assaillants qui sont venus. Mais ça aussi, parce que le journaliste aussi a le rôle souvent de mettre le couteau dans la plaie et de remuer un peu. C'est ça aussi qui fait que, quand même, on réagit. Si on va rester, bon, à servir l'eau de robinet, je ne dis pas qu'il faut vraiment travestir la vérité en donnant des choses excessives. Mais quand même, il faut souvent, quand même, décrire. C'est ça l'analyse. Parce qu'il y a les faits sont sacrés, mais l'analyse, quand même, on peut faire une analyse, un édito, ou bien une... Comme dit Bourema, jusqu'à présent, bon, on n'a pas de reporter de guerre, entre guillemets. Je sais qu'il y a une fois, quand le ministre Simon était à la sécurité, on a organisé une sortie avec les journalistes au nord, mais ça s'arrête là. Et souvent, quelle est la part quel est le distinguo entre le journaliste, par exemple, qui va à Djibo, il est en possession d'informations sensibles.
est-ce qu'il doit les divulguer au risque qu'on le colle une infraction de divulgation du secret militaire, ou bien est-ce qu'il ne doit pas? Oui. Et tout ça, et donc, parce que pour avoir jusqu'à une présent, certaine distanciation vis-à-vis des pouvoirs publics, mais aussi avoir l'exigence de pouvoir informer et de respecter le droit à l'information. Donc on retourne aux fondamentaux. Bourema Ouedraogo, réaction. Voilà. Oui, Madame Zida, on permet à Bourema de pouvoir réagir. Non, très rapidement. Quand on évoque, effectivement, moi je suis de ceux-là qui pensent que nous sommes des organes indépendants, nous assumons entièrement notre responsabilité. Et la faute des deux données ne m'incombe pas. Je ne suis pas responsable de la faute des deux données. Et je suis effectivement d'accord avec lui que si deux données a fauté, il faut lui dire que c'est lui qui a fauté. Mais ne pas nous convoquer, nous dire, taire son nom, la faute qu'il a commise, et nous dire, ah, vous avez dit ci, vous avez dit ça. Non, je suis en train de dire. Ça, ce n'est pas le Dieu donné, vous n'avez pas la parole. C'est Bourema qui a la parole. Non. Mais autant. Bourema, vous terminez. Mais s'il on vous donnera la parole, Madame Zida. Le ministre de la Communication a l'obligation, où il est dans son droit, de convier ses confrères. Oui, mais nous sommes également dans le droit de protester contre cette façon de faire. C'est ça la réalité des choses. Autant le ministre est dans son droit de dire, de ne pas faire ce qu'il... Il l'a fait de façon voilà, conviviale. Conviviale pour non, dire, mais ça, nous sommes tous... Non, ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas productif et ce n'est pas porteur. Parce que quand je vais m'asseoir et qu'on me dit des choses et que je ne me sens nullement concerné, j'ai comme l'impression d'avoir perdu mon temps. Et dans le contexte actuel, ça dit le sérieux du contexte. Il n'était pas question de Madame Zida, stigmatiser. vous permettez Non, je termine. On ne demande pas de stigmatiser quelqu'un. C'est là où on ne se comprend pas. Ce que nous disons, c'est qu'il faut s'inscrire dans une démarche pédagogique. Il ne faut pas faire des démarches pour le faire. Il faut faire des choses qui portent des résultats. Et les choses qui portent, il faut porter l'information à ceux qui en ont besoin. Si, effectivement, c'était... Le ministre, ça coûtait quoi au ministre, effectivement, d'attirer l'attention du CSC si la faute qui avait été commise? Le CSC aurait dû faire son travail aussi. Ça aussi, c'est la collaboration entre les institutions. Et si on est dans un pays organisé, normalement, les institutions doivent pouvoir collaborer pour amener les uns et les autres à pouvoir faire leur boulot. Ça, c'est faisable. Ce n'est pas interdit qu'ils puissent le faire. Moi, je pense que c'est une démarche pédagogique. Mais pour moi, ce n'est qu'un détail. S'inscrit dans ces différentes démarches qui ont été... Bourema a terminé. Ça, ce n'est qu'un détail. Oui. Non, ça, ce n'est qu'un détail. Le vrai problème, c'est comme je l'ai dit, est-ce que moi, la question de fond que je me pose, est-ce que l'État, le gouvernement, l'État-major et tous les acteurs qui sont sur le terrain ont véritablement pris conscience de la bataille de l'information qu'il faut mener dans le contexte actuel? Absolument. En tout cas, moi, je ne vois rien qui le demande. Parce que quand on discute sur question de terrorisme et accès à l'information, et qu'on demande à l'état-major qui ne vient pas, c'est un problème. Non, oui, terminé pour qu'on donne la parole. Bourema terminé. Mais au moins, qu'on nous Bourema terminé. Voilà. Non, Bourema terminé pour qu'on puisse donner la parole. Mais c'est non, moi je ne parle pas par rapport à aujourd'hui seulement. C'est une succession de faits. Je ne fais que le constat. Et c'est ça aussi le problème. Parce que, en fait, ici, le problème au Burkina, c'est qu'on a l'habitude de laisser la proie pour l'homme. Quand on veut mener le combat, et on veut impliquer les acteurs des médias, il faut aussi qu'on puisse créer les conditions pour qu'ils puissent avoir accès à l'information. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour aider les médias à avoir l'information par rapport à la gestion du terrorisme aujourd'hui? Moi, je défie quelqu'un de nous dire qu'est-ce qu'on nous fait au quotidien aujourd'hui pour que les médias puissent avoir accès à cette information. Rien n'est fait. Or, on devrait, si on veut la collaboration des médias, au moins aujourd'hui, peut-être au niveau du ministère de la Communication ou au niveau de l'état-major, on devait avoir un dispositif aujourd'hui où le journaliste, quand il prend son téléphone, il sait si telle ou telle question, il sait qui il va appeler à l'état-major, il sait qui il va appeler au ministère de la Communication pour avoir telle ou telle information relative. Je peux vous assurer que oui, Madame Zida, le ministère de la Communication travaille à ces questions. Est-ce que vous avez une stratégie globale de communication c'est ça, la question sur ces questions? Sur ces questions, vous refusez de reconnaître que c'est un phénomène nouveau sur lequel les gens ont besoin de prendre leur marque et d'évoluer sur une stratégie bien élaborée. Mais pourtant, c'est vrai. Vous refusez de le reconnaître, pourtant, c'est vrai. Parce que, il n'y a pas longtemps, nous parlions de la Grande Muette. Et de plus en plus, elle s'ouvre. L'armée s'ouvre, l'armée parle. Et sous
en tout cas, une certaine instigation, je vais dire l'instigation du ministère de la Communication qui tente d'encadrer le débat et de le canaliser pour que, vous-même, vous avez parlé à un moment donné de cacophonie. Et le ministère de la Communication a travaillé avec les acteurs en disant, il faut que, quand il y a un événement lié au terrorisme ou à l'insécurité, il faut qu'il y ait un acteur, que ce soit les opérationnels ou ceux qui sont à l'état... Donc, vous avez des éléments de langage, vous avez exactement. Des mots-clés. Exact. Voilà. Mots-clés, c'est trop dit. Mais c'est des peut-être éléments de langage. D'uniformité. Voilà, uniformisation et je vais dire coordination de l'information et de la communication. Ça se fait à travers le conseil. Jean-Paul Towé, le SIG, le Alors, service merci. d'information. Jean-Paul Towé a la parole. Je reviens sur ce que M. Ouedraogo disait tout à l'heure. Il estime que ce n'est pas un phénomène nouveau. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. J'ai bien dit qu'il s'agit d'un phénomène nouveau au Burkina. Il ne s'agit pas de suivre des événements à des milliers de kilomètres et dire qu'on vit ces événements. Alors, c'est totalement différent. Alors, nous avons enregistré les premières attaques en 2015. Et j'ai dit qu'on assistait à un tâtonnement, un peu partout. C'est une évidence. Et je peux dire, concernant le traitement de l'information, aujourd'hui, il y a eu de l'amélioration. Il y a des organes de presse qui ont pris la résolution aujourd'hui de ne plus diffuser les images des terroristes. Et ça, c'est une bonne pratique à l'image du journal Le Monde en France. Alors, il y a des organes de presse au Burkina aujourd'hui qui ont décidé de limiter en fait, la couverture médiatique des attaques terroristes, en parlant moins, bien entendu, pour éviter la surmédiatisation de ces attaques terroristes. Est-ce qu'il n'est pas montré efficace? Non, pour ne pas montrer? Ne pas montrer. Est-ce que sur les médias occidentaux, vous voyez montrer? Non, pas ça. En fait, on est d'accord que s'il y a une attaque terroriste aujourd'hui, alors les citoyens vont se tourner vers les médias. Le droit à l'information est un droit fondamental. On le reconnaît. Alors, je suis d'accord avec lui qu'il faut que le gouvernement mette tout en œuvre pour que ce droit-là soit satisfait. Alors, je ne suis pas en train de défendre le ministère de la Communication pour dire que l'accès à l'information est garanti par ce ministère. Non, je suis en train de parler de la coordination de la communication. Pour parler du tâtonnement, j'ai dit clairement qu'au départ, il y avait un tâtonnement, c'est vrai, parce qu'on avait plusieurs sources, même au sein du gouvernement, qui donnaient l'information. Et parfois, on avait des informations contradictoires. Et aujourd'hui, et je peux le dire, depuis mars 2017, avec l'adoption d'un décret qui institue le Conseil national de lutte contre la crise terroriste, alors il y a une cellule au sein de ce conseil alors, qui organise la communication au sein du gouvernement. Donc, je pense qu'à travers ce texte, les choses ont changé aussi au niveau du gouvernement. Il faut le reconnaître. Je pense qu'ici... Mais comment vous pouvez expliquer, Jean-Paul Towé, que jusque-là, Bouré Maladi, de la Société des éditeurs privés, qu'il y ait des difficultés d'accès à ces informations? Quand un journaliste veut communiquer sur ces aspects, il est difficile souvent de mettre la main sur qui il faut. Oui, là où je suis d'accord avec lui, c'est l'accès à l'information. C'est une vérité au Burkina. L'accès à l'information est très limité. Alors, on a parlé tout à l'heure des forces de défense et de sécurité. Mais est-ce qu'il le faut? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas du tout normal. Il y a un texte qui a été adopté en 2015. La loi portant droit d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Un texte de loi qui a été adopté il y a 3 ans de cela, qui est entré en vigueur depuis décembre. Absolument. Qui s'applique aux citoyens lambda et aux journalistes. Disons tout le monde. Mais cette loi, elle est infirme. Elle est infirme quelque part. C'est la loi de 2015. Là. Oui, tout à fait. Je veux dire simplement que cette loi, jusqu'à présent, n'a même pas connu 1 minute d'application. Ce qui est dommage. Elle est une des lois. Alors, tout récemment, on était avec le centre de presse Norbert Zongo à un atelier où les participants ont décidé de la suppression pure et simple de l'autorité nationale d'accès à l'information publique. Parce que c'est la mise en place plutôt de cette autorité qui pose problème. Et si la mise en œuvre de l'ANAIP pose problème,
est-ce qu'il ne faut pas supprimer cette instance-là et éventuellement confier ses prérogatives au Conseil supérieur de la communication qui peut bien exercer en fait cette mission. Donc, je suis... Mais à ce moment, comment faire entre urgence communicationnelle, respect de la déontologie et puis pouvoir assurer... oui, je l'ai dit. On dit, bon, ok, donc on nous dit, bon, il y a des choses qu'il faut montrer, il y a des choses qu'il ne faut pas montrer, ça interpelle la responsabilité sociale. Mais quid des réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit que ce n'est pas, je ne trahis pas un secret, il y a des ministres aussi, carrément, qui ont leur page Facebook, qu'animent des communicants. Voilà, tout ce qui se passe dans le ministère, on balance dans le... Qu'est-ce qu'on fait de ça? Les médias traditionnels peuvent se conformer à cette oukase, entre guillemets, à cette décision, en publiant que ce qui est vraiment bien envoyé, en faisant le blackout sur les images vraiment rebutantes et autres. Mais qu'est-ce qu'on fait de Facebook? Ça. Parce que les réseaux sociaux, oui. quand un gouvernement, non, je n'ai pas, quand un gouvernement aussi, parce que aussi, on a eu la vague impression qu'à un certain moment, le gouvernement gouverne via les réseaux sociaux. Quand il y a quelque chose dans les réseaux sociaux, c'est ça qui fait réagir le gouvernement. Bon, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Je prends par exemple, concernant la grande muette, Hortense l'a dit, c'est vraiment une expression qui n'a jamais mieux mérité que son nom. La grande muette ne parle pas. De plus en plus, effectivement, elle donne de la voix. Mais ce n'est pas vraiment, et ce n'est pas huilé. Je prends l'exemple, par exemple, du couvre-feu de Guibo, avant-hier. Comment on a appris le décret concernant ce couvre-feu? D'abord, ceux de Guibo, ce n'est pas les réseaux sociaux qui ont appris ça. Nous, c'est vraiment au hasard comme ça. Et pourquoi il y a eu ça? Parce qu'il y a eu justement une petite cacophonie dans ce le haut commissaire a signé la mesure. Or, il n'était pas habilité à signer justement ce truc-là. Et c'est le gouverneur qui est arrivé fissa pour pouvoir rattraper les choses. C'est pour ça qu'il y a eu donc jusque-là, cette cacophonie. Voilà. Donc vous voyez que rien que ça. Or, oui. Ça, c'est quand même une mesure grave qu'on aurait pu quand même donner. Et ça, c'est sur les réseaux sociaux. Bourema, vous intervenez et on évolue dans le débat. Il y a quelque chose. Bourema, vous avez la parole et on va évoluer si vous le permettez. Non, je dis... nous sommes tous conscients de la complexité de la relation terrorisme et médias. Mais cette complexité ne doit pas appeler à moins informer. Bien au contraire. On parle de surmédiatisation des attaques terroristes. Est-ce que c'est le fait de qui cette surmédiatisation? Est-ce que ce n'est pas parce que aussi les gens ne diffusent que ce qu'ils ont? Est-ce qu'on a travaillé effectivement à ce que les gens aient l'information alternative? C'est ça aussi la question de fond. Parce que, j'insiste là-dessus, parce qu'il n'est pas normal qu'après 3 ans qu'on est attaqué, aujourd'hui, aucun journaliste ne peut dire que si les questions terroristes, j'ai un interlocuteur à l'état-major, j'ai un interlocuteur au ministère de la Défense, j'ai un interlocuteur au ministère de la Sécurité. Faut quand même que les gens s'organisent d'abord avant de nous demander des choses. C'est ça le minimum. Si on veut que nous fassions des efforts, il faut qu'il y ait un minimum d'efforts d'organisation au niveau de l'État et des forces de défense et de sécurité qui soient à la hauteur des défis du moment. Parce que le problème de fond qu'on a aujourd'hui, quand on se lève le matin, il y a une attaque, par exemple, ce qui se passe à l'Est. On va voir, d'abord, c'est sur les réseaux sociaux, comme il a dit, qu'on voit les premiers éléments. Avant que l'état-major ou la gendarmerie ou bien la police ne se décide à faire un communiqué. Souvent, on ne nous envoie même pas le communiqué dans les rédactions. Et on découvre parfois ces communiqués sur les réseaux sociaux. Ouais, on ne nous envoie pas. On ne nous envoie pas une communiqué. On ne vous envoie pas. Or, ces mêmes institutions, dans un contexte de paix, avaient appris à communiquer en nous envoyant régulièrement les communiqués dans les rédactions. Ils le font toujours. Quand il y a des choses comme ça. Mais pourquoi, si ces questions, on n'est pas capable de... Et puis, moi, ça m'étonne qu'on ne puisse pas demander régulièrement des rencontres avec les organes de presse pour leur faire le point par rapport à un certain nombre de choses et attirer leur attention si telle information, voilà, il y a des choses qui se sont passées, mais il y a des choses dont on ne peut pas parler parce que. Mais si on laisse les gens à eux-mêmes,
et qui se débrouillent pour avoir le minimum qu'ils estiment pouvoir donner à l'opinion. Et pour se plaindre après, ça pose un problème. Parce que quand on parle des responsabilités sociales du journaliste, alors, quelle est la responsabilité sociale des gouvernants dans ce contexte actuel? Personne n'en parle. Est-ce que quelqu'un assume ce qui se passe sur le terrain? Bien entendu. Ah si, quand même. Non, Entendu. quand je dis assume, quand je dis Bien assume, entendu. ah non, quand je dis assume, quand on assume, il faut qu'on se comprenne sur les termes. Est-ce que quelqu'un assume qu'on a la multiplication? Parce que quand vous regardez la multiplication des foyers d'attaque sur les territoires, c'est parce que quelqu'un n'a pas pu faire son boulot ou ailleurs. Quand je dis que ce n'est pas nouveau aussi, le Mali à côté, tout le monde savait et tout le monde a écrit. Bigot a écrit ici, on l'a interdit de séjour au Burkina Faso. Qu'après le Mali, c'est le Burkina qui sera le second pays, le pays qui va s'effondrer par la suite. C'est depuis 2012. Donc ce n'est pas nouveau, nous savions, des gens nous ont attiré notre attention. Tout à fait. Que le pays allait sombrer. Oui. Donc, mais c'est ça aussi le problème. Les dispositions auraient dû être prises depuis. En fait, Hortensia. on nous avait prévenu, vous avez dit, on avait prévenu le Burkina que, en tout cas, il serait la prochaine cible des attaques terroristes. C'est vrai, certainement. Mais ça fait combien d'années que nos gouvernants, quand je parle généralement des pays les pays en voie de développement, ça fait combien d'années qu'on n'a pas de budget consistant même pour armer suffisamment les pays? Parce que nous avons le FMI, la Banque mondiale, qui portent un regard sur ces questions. Moi, je dis que c'est un élément important dont on ne fait pas cas. Pourtant, il est là. Il explique en partie la situation. On n'a pas peut-être la stratégie et la force de feu. Et en plus, nous parlons de guerre asymétrique. Il n'y a pas de visibilité. Si vous aviez des ennemis en face, vous savez qu'avec une roquette, vous pouvez démolir un char, vous pouvez... mais vous n'avez pas un ennemi visible. C'est lui qui surgit de quelque part, qui vient frapper et qui replie. Et encore, l'espace qui est investi là, il est difficilement maîtrisable. Je ne suis pas allé sur le théâtre des opérations, mais j'imagine ce que c'est que le Sahel, des étendues de sable que eux seuls savent pratiquer, un terrain que eux seuls connaissent, et ainsi de suite. C'est vrai que nos militaires, ils ont combattu longtemps au Mali, ils ont soutenu la force Barkhane et les forces maliennes au Mali. Donc, on pourrait dire qu'il y a un certain outillage, il y a une certaine initiation. Mais Madame Zida, voilà. Pendant que se met en place une stratégie pour contrecarrer, militaire pour contrecarrer, nous, on est ici, le débat porte sur Mais justement, la tout ça fait partie. La stratégie communication de communication et fait comment partie. rassurer les populations davantage, La stratégie comment faire de en communication sorte que, fait quelque partie. part, le Burkina soit un on pays n'a pas- fréquentable. Je vous ai dit que le ministère de la Communication est en train de mettre des outils en place. Dernièrement, le ministère de la Communication, le ministre de la Communication a adressé des correspondances à chacune des entités sectorielles pour dire désignez-nous au moins 2 éléments qui sont porteurs de votre parole. Des porte-paroles. Et de plus en plus, depuis un certain temps, nous recevons des correspondances qui nous disent un tel est notre porte-parole au sein de notre département ministériel. Ça veut dire que ça ne se limite pas seulement, le secteur qui est pris en compte, ce n'est pas seulement celui de la sécurité ou de la défense. C'est tout le monde. C'est pour dire qu'il y a une organisation, une coordination de l'information qui est en train de se faire depuis 2016 pratiquement. Il y a des lacunes, il y a des faiblesses. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Mais il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Et moi, je ne sais pas pourquoi vous vous plaignez. Pourtant, l'autre jour, quand le 18, le ministre a reçu les patrons de presse, ils l'ont salué. Ils ont salué l'initiative.
vous vous en Bon, ça, plaignez. c'est des courtoisies lors Oui. de rencontres. Bon, c'est pas, Oui, c'est pas Jean-Paul seulement Théoé des courtoisies. réagit et Dieu de nous vous Il donne y a la même parole. un patron de Jean-Paul. presse qui a écrit pour saluer l'initiative. Il a écrit. Il ne s'est pas contenté de... On ne se plaint pas. Oui. On se plaint vous pas. plaignez. Mais on dit non, il fallait, pour moi, je suis resté sur parce qu'il fallait indexer, pas sanctionner ou chaud, il fallait indexer les. Voilà, Jean-Paul Théoé. Ok, merci. Alors, je pense que ce débat devrait nous permettre de poser toute la problématique sur le traitement de l'information. Est-ce qu'il y a des problèmes ou pas? Alors, s'il y en a, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le traitement de l'information? On a parlé aussi de la communication gouvernementale et bien d'autres aspects. Parce que quand on parle du terrorisme, c'est une question transversale qui concerne aussi bien la RDS, le gouvernement, que les médias et aussi les régulateurs. Alors, pour ce qui concerne précisément le traitement de l'information, alors, en termes de précaution, je pense que le CSC avait déjà initié une série de formations avec la crise. Alors, la formation n'a pas pu se poursuivre, mais actuellement, le CSC a un nouveau collège de conseillers et il y a un nouveau président qui est en train de faire un travail remarquable pour relancer les activités et les formations. Et les formations figurent en bonne place. C'est pour dire qu'elles vont reprendre bientôt. Alors, pour ce qui concerne la couverture à proprement parler, nous demandons aux médias d'éviter le direct. On ne peut pas couvrir une attaque terroriste comme si on voulait assurer la couverture médiatique d'un match de football. Alors, il y a des précautions à prendre parce que c'est des vies qui sont en jeu. Alors, comment faire pour donner une information claire, précise, rapide et responsable et respecter les intérêts d'ordre privé et public qui sont en jeu? Je pense que c'est toute la problématique et ça interpelle effectivement toute la responsabilité du journaliste. Alors, je pense que ce n'est pas une mission impossible. Le journaliste peut bien le faire. Il peut bien le faire. Alors, je vais terminer. Il peut bien le faire parce que il y en a, en fait, dans la couverture médiatique, qui le font sans difficulté. Il y en a aussi, quand ils le font, on constate qu'il y a des manquements. Alors, et quand il y a des manquements, le CSC, comme d'habitude, assure un traitement en tenant compte du média incriminé. Alors, il ne s'agira pas, comme on l'a laissé entendre ici, de globaliser. Non. Si un média en faute, le média interpellé... Mais il n'y a pas que les productions audiovisuelles, Okay. Il y a les réseaux sociaux, il y a la technologie de l'information qui donne beaucoup d'autres C'est vrai, c'est parce que la compétence du CSC ne s'exerce pas certes sur les réseaux sociaux, mais cela ne veut pas dire que les réseaux sociaux sont des zones de non-droit. Moi, ce que je voulais dire ici, c'est de demander à chacun de faire son travail. Si les médias font leur travail avec professionnalisme, je pense que ça peut influencer, parce que jusque-là, et on sait que les citoyens ont une confiance aux médias. Pour peu que vous entendez une information, quand on vous dit que c'est la radio ou la télé, il y a une certaine assurance. Et quand on vous dit que c'est les réseaux sociaux, bon, ça ne veut pas dire que c'est totalement faux. Les gens peuvent prendre ça avec des pincettes. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour les réseaux sociaux. Oui, moi je pense qu'il faut continuer avec une campagne de sensibilisation. Et aussi, c'est vrai que la formation, ça peut être compliqué parce qu'il va falloir retrouver tous les activistes, ce qui est compliqué. On peut les sensibiliser pour améliorer le traitement de l'information sur les réseaux sociaux. Oui, Dieudonné. Je rebondis sur ce que dit M. Théoé. Vous savez, bon, comme dit l'adage, bon, les médias ont fourni la piscine, mais pas le maître nageur. Parce que vous revenez au professionnalisme. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de mes propos, je pense qu'aujourd'hui, quand même, dans l'ensemble, si on prend grosso modo, la presse burkinabé est professionnelle. On n'a pas à rougir. Donc, maintenant qu'il y ait des écarts, oui, il faut rappeler à l'ordre. Et ça, c'est votre rôle. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il faut qu'on dise l'information vraie. Mais ça rejoint ce que Bourret se pose la problématique des sources. Et vous savez qu'il y a plusieurs sources. Il y a sources militaires, il y a sources médicales, il y a sources locales. Et souvent, le journaliste, sa source, c'est quoi? Aujourd'hui, ce qui concerne le terrorisme, souvent, on se rabat sur les réseaux sociaux. Parce que souvent, quand il y a une information, rapidement,
sur les réseaux. Or, vous voyez qu'aujourd'hui, même les créateurs de réseaux sociaux disent que les réseaux sociaux ont vraiment déshumanisé. Les réseaux sociaux ont desservi l'humanité. C'est un des créateurs, Berners-Lee, qui vient de le dire il n'y a même pas une semaine. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ensuite, si on veut rentrer, je reviens à ce que j'ai dit. À partir de quel moment, justement, un journaliste, il est dans le professionnel et à partir de quel moment? Parce que la ligne de démarcation n'est pas tenue. Et vous voyez, bon, on ne peut pas en parler, mais aujourd'hui, il y a un procès qui se déroule et il y a un journaliste, justement, dont le sort tient justement à quelque chose, à sa présence, parce qu'il s'est trouvé à un certain moment, à une certaine heure, et c'est le débat, l'objet du délit, pour parler judiciairement, tient à ça. Damis, pour ne pas le nommer. Aujourd'hui, ce qui tient à cœur les juges, pourquoi ils se trouvaient dans la nuit du 16 au 17 à 23 heures au Kanabakoum. Voilà la problématique. Non, vous aurez le voir. Et là, par exemple, il faut prouver qu'il était là pour des raisons professionnelles ou bien peut-être on est comme on est dans le procès. Oui, Damus est en train de se défendre au procès. On va le laisser se défendre. Donc ça, on va laisser la manifestation. Non, peut-être que ce n'est même pas un bon exemple. Mais je veux dire que les sources là, c'est important. Or, aujourd'hui, les sources des journalistes, souvent, c'est quoi? C'est souvent rapidement les réseaux. Comme il l'a dit, rapidement, quand il y a un truc, c'est les réseaux sociaux, on se rabat sur ça. Or, justement, il ne faut pas, parce que souvent, on sait que les réseaux sociaux, c'est les poubelles de l'information aussi, par excellence. Parce que souvent, ce n'est pas vraiment avéré. Donc, aujourd'hui, il nous faut des sources fiables. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on épilogue. Par exemple, je finis sur, par exemple, la Grande Muette. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Tout le monde est derrière les FDS. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Quelque part aussi, on entend que s'il y a vraiment cette kyrielle d'attaque et qu'on n'arrive pas à faire face, c'est parce que notre armée est en pleine réforme. Actuellement, j'ai dit sur ce même plateau que depuis 2011, la chaîne de commandement de notre armée a foutu le camp. Mais on peut même dater ça parce qu'il y avait quoi? On avait une armée qui était là, et une armée dans l'armée, le RSP. Et la grande armée, l'armée nationale, avait été formatée, si je me permets le terme, pour ne pas faire un peu, on évitait tout, c'était le spectre des coups d'État. Mais Dieudonné, est-ce que cela doit pouvoir empêcher de communiquer? Est-ce que cela empêche de venir sur un plateau pour dire... donc vous voyez, non, vous avez dévancé ma conclusion parce que je voulais justement, non, je l'armée de venir un jour sur ce plateau. Bon, vous m'avez dévancé, vous avez dévancé Lugan dans le fleuve Kadiogo. Donc justement, c'est pour dire que je reste sur parce que l'absence d'un militaire sur ce plateau vraiment rend ce débat-là vraiment un peu infirme, comme je l'ai dit. Si, quand même, il fallait un militaire non, ça aurait... La problématique... Non, il y a des questions... On allait terminer. Donc, vous avez... Voilà, bon, je voulais en terminer en disant que... il faut que souvent, ça repose le problème, il faut qu'on ait un interlocuteur au niveau de l'armée pour dire voilà, pour donner... On ne dit pas de donner les secrets de défense, parce que, justement, quand donc, pour vous, on peut communiquer efficacement, sans divulguer un certain nombre d'informations. Bourema, réagissez et Madame Zida, vous avez la parole. Moi, je crois qu'il faut qu'on pose... Quand on pose le débat, c'est dans l'intérêt bien compris de l'ensemble des Burkinabés. Nous n'avons... Quand on le dit, ce n'est pas qu'on a quelque chose contre le gouvernement ou l'état-major. Mais on ne serait pas honnête nous-mêmes si on ne déplore pas le fait que ceux qui étaient censés nous donner l'information ou nous aider effectivement à faire de façon professionnelle notre travail refusent d'être là où il faut, parce que c'est à plusieurs niveaux. Ce ne serait pas intellectuellement honnête de ne pas le dire. Voilà. Oui, voilà. Pendant que Bourema développe son idée, je rappelle que
Le téléphone est ouvert. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission, l'interaction. Et on va prendre un auditeur, un téléspectateur avant de revenir à vous, Bourema. Lamoudia Tchombiano nous appelle de Diapaga. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous nous entendez? Si oui, posez votre question. Ok, merci. Ma question, c'est à l'endroit de Madame la SG du ministère de la Communication. Voilà. Est-ce que parfois le ministère de la Communication ne se sent pas, je vais dire, responsable de ce qu'il reproche aux médias? Du moment où, lorsque le gouvernement ou plutôt une institution, ils prennent une décision à l'encontre de ce mouvement-là, c'est le même ministre qui sort diffuser ça, quoi. Il dit, bon, on a pris tel décret à l'encontre de ces gens, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Est-ce que le ministère de la Communication même ne se sent pas responsable de ce qu'il reproche aux médias? Merci. Madame Zida répond à Lamoudia. Donc, je termine très rapidement sur cette question en disant que ce qu'on demande, si on veut effectivement que les médias participent effectivement à la lutte contre le terrorisme, il faut que ceux qui ont l'initiative de cette lutte-là évitent aussi, donnent des gages qui veulent effectivement qu'on collabore, qu'on puisse travailler à donner l'information. Parce qu'aujourd'hui, le problème de fond, c'est quoi? Il y a une obligation que les populations, que les citoyens aient l'information pour les permettre eux-mêmes d'abord de pouvoir se protéger. Un. Deux, de savoir aussi à quoi ils sont exposés. Et ensuite aussi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour accompagner ceux qui sont sur le terrain. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un de collaborer si lui-même, effectivement, est terrorisé par les terroristes. C'est ça la question de fond. Parce que l'information, la bataille de l'information, c'est à ce niveau-là. Comment rassurer? Est-ce que c'est en se limitant sur des détails comme le fait qu'un journaliste ait dit qu'une ville a assiégé qu'on règle le problème? Non. C'est en disant que pour avoir les vraies informations et même pour pouvoir utiliser les termes. Parce qu'on oublie souvent que à situation exceptionnelle, il faut avoir des mesures exceptionnelles. On doit pouvoir aujourd'hui, ça dit même de façon pédagogique, par exemple, je reviens sur l'état-major, on aurait pu développer un lexique qui permet même aux journalistes de comprendre les termes qu'ils utilisent par rapport à cette situation. Ça aussi, moi je dis, il faut qu'on arrive, qu'on libère notre génie, comme quelqu'un a dit, qu'on ose inventer les choses, qu'on ose vraiment penser à la situation avec nos tripes. Il ne faut pas qu'on fasse les mêmes choses qu'on faisait quand on était en situation de paix, qu'on croit qu'on peut s'organiser de la même manière. Quand les gens se plaignent par rapport à même les troupes qu'on dépense, on ne veut pas en discuter. Personne ne même... Vous avez vu dans un média, on discute sur la question des troupes, quand les gens disent oui, on a envoyé des jeunes et autres. Est-ce que vous voyez dans les médias qu'on discute de ces questions? Non. Parce qu'on se dit, ça peut être des éléments qui peuvent contribuer à démoraliser un certain nombre, à créer des situations. Voici le terrain. Ça aussi, on a notre responsabilité. Donc, il faut que les gens aussi, qu'on ne nous pousse pas aussi, comme dirait l'autre, il ne faut pas qu'on nous pousse à bout. Voilà, c'est ça aussi. Madame Zida, vous répondez. Quand j'ai commencé, j'ai salué l'action des médias. Et j'ai dit que l'intention n'est pas de jeter le discrédit sur les médias dans leur entièreté. La preuve en est que nous avons un bon classement. Et tout le monde s'enorgueillit. On est tous fiers de dire, parce que tous les acteurs ont collaboré à cela, aussi bien les médias, la société civile que les gouvernants ont travaillé à cela. Et je rebondis sur la question de lexique. Je pense que ce n'est pas faute de documentation. Quand on m'a responsabilisé pour ce débat, j'ai fait de la recherche. Et très rapidement, j'ai trouvé de la documentation. Ça a été produit au Burkina. Manuel de journalisme sensible au conflit. Ça a été fait au Burkina. Est-ce que l'on s'en sert? Je ne sais pas. Et j'ai trouvé un document produit par l'UNESCO sur la question du journal. Oui, les médias face au manuel. Voilà. Et toutes ces questions sont développées là-dedans. Donc, moi, je pense que si le journaliste
D'abord, et je reviens sur la question des sources qui sont multiples et dont a parlé Dieudonné. Le recoupement de l'information, ce n'est pas nouveau pour un journaliste chevronné comme Dieudonné. J'ai reçu l'information de l'hôpital Yalgado, j'ai reçu l'information de l'état-major. On fait des recoupements. Voilà. Seulement, Madame Zida, en fait, quand on écoute Dieudonné Zoungrana ou Bourema Ouedraogo, c'est comme si, en fait, pour avoir cette information même et pouvoir la recouper avec d'autres, c'est ça le problème. Oui, c'est vrai. Moi, je ne nie pas les difficultés qu'il y a. Mais justement, depuis quand le journaliste a eu facilement accès aux sources? D'accord. Il y a l'amourdia Chondiano. Oui, voilà. La question de l'amourdia avant qu'on ait... Je n'ai pas très bien compris sa question parce que... mais est-ce que le ministère de la Communication n'est pas responsable de ce qu'il reproche aux médias? C'est justement parce que le ministère de la Communication a pris conscience ou a conscience de sa responsabilité vis-à-vis des médias qui l'accompagnent, mais dont il ne contrôle pas le contenu. C'est parce qu'il a conscience de cela qu'il a convié, nous avons organisé depuis août 2 panels auxquels nous avons invité, entre autres, les acteurs des réseaux sociaux. Le premier des panels, c'était en août. Nous avons convié les acteurs des réseaux sociaux et la thématique portait sur la contribution des réseaux sociaux au débat démocratique. Le deuxième panel, je ne sais pas si vous y étiez, c'était les émissions interactives, la contribution des émissions interactives à la bonne gouvernance. Donc, ça veut dire que c'est des initiatives qui sont développées de plus en plus par le ministère de la Communication pour bien jouer son rôle. Et ne pas se limiter à ces reproches que nous faisons, que le ministère de la Communication fait aux médias. Et encore, il faut dire qu'on n'insiste pas trop sur les reproches. On dit seulement, organisons-nous mieux pour communiquer sur ce fléau auquel nous sommes tous exposés. En fait, c'est ça le Amidou le Ag Abdoulaye du Sahel est en ligne. Bonsoir, monsieur, et posez votre question. D'accord, bonsoir. Mes salutations au plateau. C'est indiscutable que le droit à l'information est fondamental dans un état de droit, mais de mon point de vue, il s'agit de l'information vraie. Contrairement à des informations que certains médias nous livrent ces derniers moments et qui s'avèrent par la suite fausses. Et ça crée ainsi une psychose véritablement gratuite. J'ose également croire que c'est au regard de la situation inédite du terrorisme dans notre pays que le CSC a initié plusieurs rencontres avec les organes de presse pour mieux traiter l'information avec professionnalisme. J'entends par professionnalisme compétence associée au sérieux. Bien. Alors, donc, sans leur demander quand même un blackout sur cette question, c'est juste le professionnalisme qui est demandé dans le traitement de l'information. Le ministre également, tout dernièrement, le ministre de la Communication, a également rencontré les médias et je précise qu'il est dans son rôle, comme l'a dit un journaliste sur votre plateau, pour demander également du professionnalisme dans le traitement de l'information dans une situation véritablement nouvelle, parce que le terrorisme, on peut dire que c'est nouveau chez nous. En aucun moment, puisque moi j'ai suivi véritablement cette rencontre, le ministre, en aucun moment, il ne s'est versé dans des prêchas aux hommes de médias. Je ne comprends pas pourquoi les hommes de médias s'en offusquent et ils invoquent leur indépendance durement acquise. Pourtant, la seule chose qui a été demandée ici, c'est de traiter l'information dans une situation inédite avec professionnalisme. Je continue de dire que j'entends professionnalisme par compétence et sérieux. Bien sûr, les journalistes me diront non, ils ne s'en offusquent pas, mais nous avons suivi des éléments sur d'autres télévisions où les journalistes véritablement ont critiqué amèrement la rencontre que le ministre de la Communication a eue avec les hommes de la presse. Moi, je pense véritablement que nous sommes dans une situation inédite. Il faut véritablement une information à la hauteur. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Aga Amidou. Oui, Bourema, vous réagissez et ensuite Dieudonné. Oui. Non, je crois qu'il faut qu'on rassure les uns et les autres que, en fait, on ne s'offusque pas de la rencontre.
Au contraire, on est même. Ce que moi je dis, c'est qu'on dit on aurait pu mieux faire. Parce que la question de fond, en fait, il y a des gens, moi je crois qu'il faut que dans ce pays, il y a des gens, si on ne dit pas c'est toi qui as fait là, et qu'on mélange là, en fait, alhamdoulilah, demain il va refaire la même chose. Ce n'est pas seulement au niveau des médias. Parce que quand on se trompe de bonne foi, moi c'est ça que je dis, c'est là où je ne comprends pas la démarche. Quand on se trompe de bonne foi, on se corrige quand on sait qu'il y a une erreur. Mais il y a des gens qui ont décidé de se tromper constamment. Ça aussi, c'est pour ça qu'il faut qu'on attire l'attention aussi de ceux qui ont fait le choix de se tromper constamment, qui se sont trompés encore. Parce que le problème, quand il dit il faut traiter la question avec compétence, mais c'est ce que nous demandons. Traiter la question du terrorisme avec compétence pour un journaliste professionnel au Burkina aujourd'hui exige aussi qu'au niveau gouvernemental, au niveau des forces de défense et de sécurité, on soit aussi à la hauteur de cette exigence professionnelle pour le journaliste. Ce qui veut dire qu'il doit avoir des interlocuteurs, qu'on doit pouvoir mettre l'information vraie dont le téléspectateur demande là à sa disposition. Mais si on n'a pas ça, le problème c'est ça. En fait, moi j'insiste dessus, quand les gars disent couverture du terrorisme au Burkina, moi je persiste à dire qu'en fait on ne fait pas de couverture de la lutte contre le terrorisme au Burkina, on ne fait que rabasser un certain nombre d'informations qu'on reçoit, soit sur les réseaux sociaux, soit à travers des communiqués, mais au fond, vous avez vu combien de fois on a un journaliste allé à l'Est, depuis qu'on attaque à l'Est, pour faire des choses? Parce que justement, un journaliste ne peut pas se risquer d'y aller parce que personne n'est capable de lui dire, personne ne semble avoir la maîtrise de ce terrain. Oh, le journaliste quand même a besoin des gens pour les guider. Peut-être que si tu vas voir ceux qui sont là-bas, on va te dire, ah, il ne faut même pas aller. Moi, je connais des confrères qui sont allés à Fada, on leur a dit, c'est mieux pour vous de rester ici, de ne pas continuer. Parce que personne n'est capable de vous guider, que c'est par là, il faut passer, c'est par là, il faut passer. Là, il y a un problème. Parce que ce qu'on demande là, c'est qu'on nous aide, effectivement, à traiter l'information avec professionnalisme. Qu'on travaille ensemble, parce qu'il faut qu'on sorte. Ce que je refuse, c'est qu'on donne l'impression qu'il y a des patriotes d'un côté et il y a des gens au niveau des médias qui sapent le travail des patriotes. C'est ça que je refuse. Parce que non, on ne le dit pas comme ça. Non, attention, il va terminer rapidement. Attention, on ne le dit pas comme ça, mais la façon de dire et l'interprétation que les autres qui sont dehors font, c'est exactement comme ça. Et ça, l'image nous revient. Parce que nous, on discute avec les anciens du terrain. Quand on vous dit, ah oui, c'est vous les journalistes là, ah oui, c'est vous les journalistes là, mais il faut qu'on travaille effectivement à faire en sorte que, même si on n'a pas l'intention de stigmatiser le journaliste, que nos propres propos ne soient pas interprétés pour stigmatiser le journaliste par la suite. C'est là, c'est toute une chaîne. D'accord. Dieudonné, sur la question de M. Ag. Je vais répondre à le téléspectateur là. Non, aucun journaliste sérieux ne peut monter sur ses grands chevaux, dire non, parce que le journalisme aussi, c'est l'humilité. C'est l'humilité, et quand on est dans l'erreur, ou bien il faut accepter quand même la critique d'erreur. Vous voyez que, en fait, chaque matin, il y a une conférence de rédaction où on fait la critique du journal ou de production. Voilà, pour de production, pour s'améliorer. Mais ce qu'on refuse, justement, beaucoup, c'est niveau, Madame Chaud, là, m'a combattu, mais justement, si le ministre avait eu quand même le téléspectateur a dit qu'il y a sur certains plateaux des journalistes qui ont vraiment condamné la rencontre du ministre. Lesquels? Vous voyez, c'est pour ça, aujourd'hui on est dans une profession, ça repose même le problème. Voilà, ça repose le problème. Oui, mais les téléspectateurs, ça repose le problème des médias même. Bon, aujourd'hui on n'est pas, bon, c'est une auberge espagnole. Voilà, d'être précis. Chacun vient. Bon, c'est ça aussi, la profession n'est pas codifiée. Aujourd'hui, tout le monde est journaliste au Burkina. Ça aussi, il faut le dire. Donc, j'ai dit au départ, donc ça fait que il y a des professionnels, oui, justement. Et c'est aux professionnels qu'on s'adresse. Voilà, oui, aux professionnels. Mais justement, c'est non professionnel. Ce que j'appelle les flibustiers de la profession là. Ils viennent et puis ils parasitent justement la profession. Et certainement c'est à ces gens on lui dit tiens, notre crée un journal, et crée une radio, tiens. Et la profession se trouve embuée comme ça. Et il y a des gens dedans qui ne font pas du journalisme.
Je ne sais même pas. Donc, voilà, donc, des organisations. Madame Zida, Bourema Yambré. Voilà, le téléspectateur dit ça parce que c'est aussi une auberge et ça, c'est à notre décharge. On a des gens, parce que c'est une profession, il y a l'ordre des métiers. Chez nous, il n'y a pas d'ordre. Mais comment on va faire? Quelqu'un vient les organisations. J'ai donné, Madame Zida. Je finis. Oui. Le journaliste, il va au tribunal, il demande son récépissé. Et la loi lui permet, 2 semaines après, s'il n'a même pas son récépissé, il peut commencer à paraître. Vous voyez que depuis les années 2000, il y a toujours un printemps de la presse, les médias naissent, ça meurt, il y a un darwinisme naturel après qui fait la sélection, mais ça naît comme ça. Mais ça aussi, c'est un problème, et ça, je suis d'accord, ça incombe aux médias. Il faut qu'on balaie devant notre porte. Ça aussi, il faut qu'on reconnaisse ça. D'accord. On prend Bourema Yambré de Ouarghaï avant de revenir sur ce plateau. Bonsoir, monsieur, et posez votre question. Oui, c'est Yambré. Oui, allô? Allez-y. Voilà, je voulais poser une petite question à madame. Elle a dit que les médias sont en train de faire l'apologie des choses, comment on appelle ça, du terrorisme. C'est vrai. Mais lorsque nous voyons les politiciens qui s'élèvent et ils ont politisé le terrorisme, vous ne voyez pas aussi qu'en ce moment, ils sont en train aussi de valoriser le terrorisme au Burkina Faso? Deuxième question, l'information dont on parle. On se rend compte aussi que les terroristes sont en train de tuer des personnes qui sont en train de donner l'information en haut. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour protéger ceux qui sont en train de donner l'information aux militaires? Vous voyez? Donc, voilà comment je voulais savoir comment le gouvernement essaie de protéger aussi la population qui lutte en bas, parce qu'ils demandent de faire une information, qu'il faut donner l'information. Alors que les terroristes sont en train de tuer aussi les gens parce qu'ils donnent l'information. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour protéger ces gens? Et encore, comme disait M. Bourema, ce ne sont pas des journalistes seuls qui envoient des images. Il y a des jeunes quadrillés et les journalistes ne s'y trouvent pas et on voit des images sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous faites de ceux qui sont, des FDF même, qui sont en train d'envoyer les images du tourisme là dans les réseaux sociaux? Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, M. Yambré. Madame Zida, pour une partie de la question. Okay, une partie de la question. Qu'est-ce que... on dit que les médias font l'apologie du terrorisme. Je voudrais déjà un peu... comment je vais dire ça? Relativiser cette information parce que ce n'est pas ce que nous avons dit. Nous avons dit que l'emploi de certains mots, de certains termes, la façon de rendre compte d'une situation peut donner l'impression au terroriste que c'est lui qui a le dessus dans la situation. Et en ce moment, on donne l'impression qu'on fait son apologie sans le vouloir. Hein. Je dis bien sans le vouloir. Il est inscrit, je le crois, je crois, je donne foi aux intentions de tous les journalistes. Je sais que nous œuvrons à sauvegarder notre situation ensemble. Nous œuvrons pour la même cause. Nous n'avons pas parlé de journalistes qui font l'apologie du terrorisme. Bon, maintenant les politiques. Vous savez que, je reviens encore sur la nouveauté de la situation. Il y a ce qu'on appelle l'éducation aux médias. Même ceux qui sont supposés avoir envoyé les images sur les réseaux sociaux croyaient bien faire. Moi, je pense qu'ils étaient... On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ils étaient vraiment de bonne foi. Et moi, j'ai dit un jour que la vue de certaines photos m'a quelque peu consolée parce que pendant longtemps, on nous frappait. Mais je tombe certainement dans les mêmes travers qu'eux. Mais l'éducation aux médias me permet de dire que ce n'est pas décent de montrer des images sanguinolentes, vous l'avez dit ici. Et donc, tout ce monde-là doit être sensibilisé et éduqué à l'utilisation des médias. Donc, le téléspectateur a tout à fait raison en parlant de ces politiciens que l'on met dans le même panier que les professionnels, les opérationnels qui
des théâtres des opérations ont envoyé des images sur les réseaux sociaux et ont partagé. Et nous tous, nous avons transféré des messages. Mais en fait, je crois qu'on était dans une situation où on semblait reprendre le dessus, reprendre un peu courage, et ça semblait nous galvaniser sur la capacité de nos FDS à... Et comment protéger les sources? Puisque comment y a protéger ceux qui les donnent sources? l'information, les informations. Comment protéger? Je ne vais pas m'aventurer sur cette question parce que il y a certainement des stratégies qui sont développées pour protéger, parce que déjà nous-mêmes journalistes, nous savons que nous devons protéger nos sources. Maintenant, comment un service de renseignement ne peut pas travailler à protéger ses sources? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ce n'est pas fait. Parce que j'ai entendu des gens dire que même quand tu fais un tour à Djibo, tu n'oses même plus, dans la journée, aller vers le commissariat. Parce que si tu planes même à côté, ces gens-là te voient. On va te demander des comptes après. Je ne suis pas sûre que c'est par manque de protection que ces gens-là sont liquidés. Oui, Jean-Paul Towé. Mais je me dis qu'il appartient à l'autorité de développer des stratégies. Les 2 points. Voilà. Alors, pour ce qui concerne la protection des sources, la préoccupation soulevée est totalement fondée parce que moi j'ai assisté à un colloque où des chefs religieux ont posé effectivement le problème. Alors, ce problème concerne à la fois les FDS et les journalistes. Parce que les populations estiment que lorsque les journalistes viennent pour les interviewer, alors, au moment de la publication de l'article, parfois les noms sont cités ou les images sont affichées ou publiées dans le journal. Alors, lorsque cette publication est faite, ça met en danger la personne qui a donné l'information. Et très souvent, il y a des enlèvements et parfois des assassinats dus à la publication de ces informations-là. Donc, pour dire que les médias sont interpellés, les FDS aussi. Alors, pour ce qui concerne l'apologie du terrorisme, c'est vrai que c'est une question récurrente. Le législateur n'a pas défini l'apologie du terrorisme. Mais sachez que l'apologie du terrorisme renvoie au fait de présenter les terroristes sous un jour favorable. Alors, c'est le fait de les glorifier, de les magnifier. Mais jusque-là, on n'a pas encore enregistré au Burkina une décision de justice qui sanctionne un média ou un citoyen pour apologie du terrorisme. Mais à titre de droit comparé, oui, on peut... On est pris par le temps, mais on permet à Bourema de réagir, oui. Okay, très rapidement. Le téléspectateur a soulevé une question qui est importante, la politisation aussi de la question de la sécurité. Parce qu'il faut que les politiques comprennent en fait que la question de la lutte contre le terrorisme et la sécurité est trop sérieux pour que ce soit débattu dans des clans, dans des cercles partisans. Juste un exemple. Au moment où, après les premières attaques à l'Est, tout le monde, en fait, on a senti dans ce pays, beaucoup de gens étaient glacés. On n'avait même pas d'informations. Et la première fois, effectivement, que le ministre de la Sécurité donnait l'information, c'était au cours d'une conférence de presse du MPP. Ça, effectivement, c'était une très mauvaise idée parce que ce n'était pas le cadre idéal pour donner une information relative à la gestion du terrorisme, parce que ça concerne l'ensemble du Burkina Faso et qu'il ne faut pas qu'on ait une interprétation partisane des acquis ou des défaites par rapport aux questions du terrorisme. En même temps aussi, effectivement, c'est ça qui fait que les autres ont tendance à dire que les défaites là, c'est les défaites du pouvoir. Or, en fait, s'il y a défaite sur le terrain, c'est une défaite du Burkina Faso face au terrorisme. Donc, il faut travailler à sortir la lutte contre le terrorisme de toute considération partisane. Et si les politiques là ne comprennent pas ça, ils vont nous mettre davantage en danger. Ce seraient les derniers mots de cette émission. Sont venus pour le débat Madame Hortense Zida, elle est secrétaire générale du ministère en charge de la communication. Était là également Dieudonné Zungrana, patron de presse et directeur de publication du quotidien Aujourd'hui au Faso. Était là également pour le débat Jean-Paul Towé, directeur général de l'observation des médias et des études du Conseil supérieur de la communication. Et enfin, Bourema Ouedraogo, le président de la Société des éditeurs privés du Burkina. Merci à tous les quatre d'être venus pour ce débat. Merci aux téléspectateurs pour leur intérêt
à cette émission. Controverse est finie pour ce soir et dans 2 semaines pour un autre numéro. Au revoir.